Merci beaucoup et merci encore Siam et merci au bureau Lamcar pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici. Et donc, au cours de cette première présentation, je vais vous présenter les fondamentaux de l'imagerie de la maladie d'Epstein, surtout centré sur l'adulte et le grand adolescent, puisque c'est ce que vous rencontrerez le plus dans vos cabinets, puisque la session suivante, qui sera faite à distance par Laurence, parlera plutôt de l'enfant. Donc, en introduction, je voudrais simplement vous rappeler que la maladie d'Epstein est liée à une anomalie du développement de la valve tricuspide. Valve tricuspide qui, comme vous le savez, se délamine normalement de la paroi du ventricule droit. Et lorsqu'on a un défaut de délamination de cette valve, on va finalement avoir non seulement une valvulopathie, vous allez voir une valvulopathie qui peut être souvent fuyante, mais aussi des anomalies morphologiques du ventricule droit avec ce qu'on appelle une atrialisation d'une partie du ventricule droit, en particulier de la chambre d'admission, avec des anomalies histologiques et fonctionnelles que je vais essayer de vous détailler. Et donc, on a cet aspect anatomique que vous allez retrouver ensuite en échographie de maladie d'Epstein, qui est caractérisé donc par un défaut de délamination ou un accolement des feuillets, en particulier du feuillet septal et du feuillet postérieur, une modification du point de coaptation qu'on appelle le décalage mitro-tricuspidien qu'on va voir également. Et vous voyez souvent une très large dilatation de la jonction annulaire auriculo-ventriculaire avec une dilatation très importante de l'oreillette droite. Et donc, qu'est-ce qu'on va regarder quand on a ce patient qui arrive au cabinet? On va regarder la valve tricuspide, bien sûr. On va essayer d'étudier sa fonction, puisque vous verrez que cette valve, elle est souvent fuyante, voire très fuyante. Et on va regarder un peu son anatomie. Pourquoi on va regarder son anatomie? Dans l'optique de définir la réparabilité et le type de chirurgie qu'on va pouvoir proposer, qui va nous être traité ensuite par Olivier Baron. Mais on va aussi regarder le ventricule droit. Je vous montrerai aussi pourquoi, en essayant d'apprécier sa partie fonctionnelle et aussi sa partie atrialisée, qui a un rôle de réservoir passif en plus de l'oreillette droite. Et vous verrez aussi qu'on va regarder s'il y a un shunt à l'étage interatrial. Pourquoi? Parce que finalement, les éléments cliniques cardinaux de cette maladie, c'est l'insuffisance cardiaque, mais c'est aussi potentiellement la cyanose à l'effort. Et si vous avez un patient essoufflé, voire un patient qui a une polyglobulie secondaire liée à une cyanose chronique, il faudra rechercher un shunt. Et vous verrez qu'on doit regarder aussi le ventricule gauche, qui est un élément pronostic majeur pour finalement le devenir de ces patients. Donc effectivement, je vais vous parler de la morphologie de la valve, mais sur le plan fonctionnel, on va souvent être confronté à des jeunes adultes qui peuvent avoir des fuites tricuspides qui sont extrêmement sévères. Et bien évidemment, vous allez appliquer tous les critères échographiques que vous connaissez et que vous appliquez tous les jours dans vos cabinets pour analyser cette fuite tricuspide. Et on a très souvent des fuites qui sont laminaires avec des défauts de coaptation majeurs, comme vous voyez dans cet exemple-là. Et juste un message pour vous dire qu'on peut avoir intuitivement l'idée que plus la maladie d'Epstein est sévère, plus la fuite va être sévère. En réalité, ça peut être un peu l'inverse, mais ça concerne surtout la pédiatrie, donc je ne vais pas empiéter sur le topo de Laurence qui va suivre, mais finalement, dans les formes d'Epstein les plus sévères, que vous ne rencontrerez pas chez l'adulte, mais qu'on peut rencontrer chez les bébés, chez les nouveau-nés, la valve peut être tellement malformative qu'elle ne s'ouvre quasiment pas, et finalement, on va avoir une anatomie et une physiologie d'atrésie de la valve tricuspide. Donc voilà, c'est un peu contre-intuitif, mais ça nous amène finalement à nous interroger sur est-ce qu'on peut, avec nos connaissances et notre appareil d'échographie, regarder un peu l'anatomie de cette valve d'Epstein. Bon, vous connaissez toutes et tous l'anatomie de la valve tricuspide, qui est caractérisée donc par ces feuillets, qu'on définit en général par 3 feuillets, les attaches septales de la tricuspide, directes ou par des petits piliers, qui est vraiment la caractéristique de la valve tricuspide, la présence d'un muscle papillaire qu'on appelle le muscle papillaire du conus, donc sur la partie haute du septum, ou on appelle ça aussi le muscle de l'Anchisi, et le pilier antérieur de la tricuspide. Ça définit l'architecture de la tricuspide. Finalement, dans la maladie d'Epstein, on ne va pas retrouver cette anatomie, puisqu'on a, comme je vous l'ai dit,
un défaut de délamination systématique et en général très prononcé sur la valve septale qui, si on la regarde en anatomie ici ou en échographie, sera soit inexistante, soit on aura une toute petite valve, en tout cas dans son caractère mobile. Ça intéresse aussi la valve postérieure qui va donner, comme vous le voyez sur le dessin en bas à droite, finalement cet aspect d'atrialisation puisque la valve est complètement accolée et on a finalement une valve antérieure qui va essayer de faire le job, si je puis dire, mais qui a elle aussi des malformations, notamment dans ses attaches ou dans sa muscularisation et qui va, si elle est trop restrictive, entraîner des fuites massives et si vraiment elle est extrêmement malformative, une quasi-atrésie. Et bien sûr, le premier élément qu'on va regarder quand vous avez un doute, quand vous avez une forme qui est tout à fait mineure, quand vous avez une tricuspide qui fuit et que vous avez un doute un petit peu sur le mécanisme de cette fuite, eh bien vous allez regarder s'il y a ce fameux décalage mitrotricuspidien qui est prononcé, ce décalage mitrotricuspidien qui, dans la définition, est défini comme un décalage de plus de 8 mm par mètre carré de surface corporelle. Donc, vous voyez ici le décalage entre la mitrale et la tricuspide qui est évidemment de plusieurs centimètres, mais dans les formes mineures où vous pouvez avoir un doute, retenez que si ça fait plus de 8 mm par mètre carré, vous pourrez appeler cette anomalie tricuspide fuyante une maladie d'Epstein. Et donc, on a effectivement, là encore, intuitivement, l'idée que la maladie d'Epstein, comme c'est un décalage mitrotricuspidien qui est plus prononcé, la valve va s'ouvrir de plus en plus vers la pointe du cœur. Mais en réalité, ça c'est la deuxième idée qui est un peu contre-intuitive et c'est sûrement l'élément le plus important qu'il faut comprendre dans cette présentation. C'est-à-dire qu'en fait, dans la maladie d'Epstein, le déplacement, il ne se fait pas tant vers la pointe du cœur que vers, finalement, l'infundibulum. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre les vues échographiques que vous allez voir et les vues de la valve tricuspide dans nos coupes habituelles parasternales, grand axe, petit axe et apical pour analyser, parce qu'à partir du moment où on a intégré que le plan d'ouverture de la valve, il ne se fait pas dans le même plan que la valve mitrale, vous allez comprendre que finalement, vous êtes obligé de regarder la valve d'un autre œil quand vous faites vos coupes échocardiographiques classiques. Et l'exemple le plus caractéristique, si je puis dire, c'est que quand vous faites une coupe parasternale grand axe, que vous faites tous les jours, vous connaissez la coupe, vous savez identifier la valve mitrale, les structures gauches, mais si vous regardez un petit peu au-dessus dans le ventricule droit, vous allez voir finalement la valve tricuspide, et la valve tricuspide ici, je vous l'ai mis sur l'image fixe arrêtée, on a l'impression que la valve tricuspide, vous la voyez de face à vous, et donc vous comprenez immédiatement que finalement le plan d'ouverture de cette valve, il se fait quasiment de manière perpendiculaire à la valve mitrale, vous voyez, qui s'ouvre vers la pointe, alors vous avez l'impression d'avoir une vue en face de la valve tricuspide qui regarde vers vous, avec un feuillet septal en général très mal délaminé contre le septum, un feuillet antérieur et un feuillet postérieur, avec une dilatation importante donc, de cette partie du ventricule droit. Et ça, c'est lié, comme je vous l'ai dit juste avant, à cette rotation du plan d'ouverture de la valve vers l'infundibulum. Donc, il faut apprendre à la regarder comme ça, et c'est d'ailleurs comme ça que vous allez quasiment faire le diagnostic, puisque quand vous aurez cette modification d'orientation de la valve, vous aurez la certitude que vous êtes dans le contexte d'une maladie d'Epstein. Et c'est la même chose pour les autres coupes que vous allez faire. Vous allez voir qu'ici, à gauche, je vous ai mis une forme qui est très peu sévère de la maladie, où vous voyez finalement un plan d'ouverture qui va se décaler en antérieur et progressivement vers l'infundibulum, mais c'est une forme qui est modérée, avec une fuite modérée que vous pouvez rencontrer, parce que souvent, c'est des diagnostics qui n'ont pas été faits durant l'enfance. Et puis, de l'autre côté, c'est une forme qui est beaucoup plus importante, ça c'est une forme d'un enfant, où vous voyez en avant la valve antérieure qui a peu de mobilité parce qu'elle a des attaches anormales. Comme je vous ai dit, ça fait partie de l'anomalie du développement embryologique de la valve. Et vous avez
une toute petite partie de la valve qui est difficile à nommer, mais en tout cas on l'appellera éventuellement la valve septale, en face de l'anneau aortique. Et vous voyez finalement que le plan d'ouverture de la valve, il se fait quasiment dans l'infundibulum. Donc là, vous avez une forme sévère à droite, une forme d'un enfant. À gauche, vous avez une forme d'un adulte qui va bien, avec une fuite modérée. Donc vous voyez, en fait, il y a un éventail de gravité qui va du diagnostic tardif que vous faites après 50 ans, ou bien sûr au diagnostic néonatal, dans une problématique qui est tout à fait caractéristique et qui sera abordée par la suite. Et l'autre élément qui est aussi assez caractéristique, si je reprends l'image qu'on a faite au début, vous pouvez voir qu'en cas de cavité, si vous regardez bien, en fait, le plan d'ouverture, il ne se fait pas vers la pointe. Vous voyez, il se fait de manière latérale. Si vous regardez bien le plan d'ouverture de la valve, et dans l'autre cas, qui est un cas aussi avec une forme qui était plus sévère, vous voyez les anomalies des attaches de la valve antérieure que vous voyez sur la gauche. Vous voyez une fuite qui est importante, bien sûr, mais vous voyez que le plan d'ouverture de la valve, il ne se fait pas du tout vers la pointe du cœur. Et la manière dont on le voit le mieux, souvent, c'est quand on fait une IRM cardiaque. IRM cardiaque, là, pour le coup, avec des coupes qui sont tout à fait standards par rapport à ce que vous pouvez connaître et ce que vous avez vu dans les jours précédents dans le congrès. Vous voyez, vous avez une coupe 4 cavités à gauche, vous avez une coupe 3 cavités sur le VD à droite. Et vous voyez ici le défaut de délamination de la valve septale et d'une partie de la valve antérieure. Parce que là, il n'y a aucune mobilité, vous ne pouvez pas vraiment voir la valve. Vous voyez ici la valve latérale qui bouge et le plan d'ouverture qui est extrêmement latéralisé. Et de la même manière, sur la coupe 3 cavités, vous avez ce plan d'ouverture qui se fait vers l'infundibulum. Et donc, ce qui va nous intéresser un petit peu quand, disons, on va parler pronostic, on va parler chirurgie, c'est ce qu'on va voir après. On va regarder en fait quelle est la partie du ventricule qui se contracte. On appelle ça le ventricule droit fonctionnel. Et vous voyez qu'en fait, ce ventricule droit fonctionnel, il est vraiment amputé par rapport au volume total du ventricule qui est énorme, hein, bien sûr. Et je voulais matérialiser ici sur ce dessin et ici sur ce dessin. Et vous voyez ici que normalement, bon, là, vous avez le plan de l'anneau mitral. Normalement, on devrait avoir un anneau tricuspide légèrement décalé dans le même plan, c'est-à-dire ici. Mais en fait, dans ce cas-là, le plan d'ouverture, vous voyez, ça c'est le plan d'ouverture, il se fait vraiment de manière extrêmement latéralisée. Et donc, vous avez ce qu'on appelle le VDA, c'est le VD atrialisé, qui se comporte comme un réservoir passif et qui va entraîner une dysfonction diastolique. Vous allez voir après l'importance que ça a. Et le VD fonctionnel, finalement, qui a une taille qui est plus ou moins limitée. Et donc, quand vous avez compris ça, vous avez compris finalement que la maladie d'Epstein, en tout cas dans sa forme clinique et dans son pronostic, c'est pas tant une pathologie de la tricuspide, parce que ça serait trop facile et à ce moment-là, les chirurgiens opéreraient les patients et les patients seraient totalement guéris. En fait, c'est une maladie plutôt du ventricule droit, parce que même s'il y a une fuite, bon maintenant vous avez compris pourquoi, il y a une myocardiopathie du ventricule droit avec notamment des anomalies histologiques que je ne vais pas vous détailler, mais qui sont tout à fait caractéristiques et parfois très peu de muscles au niveau de la paroi atrialisée, de fait que même si on a des chirurgies parfaites, vous verrez que ça améliore beaucoup les patients, mais qu'au niveau de la fraction d'éjection du ventricule droit, finalement, des fois, ils ne récupèrent pas tant que ça. Donc il y a une jonction dilatée, bien sûr, qui va favoriser la fuite. Et il y a toujours un VD tripartite, mais qui peut être limité avec une partie antérolatérale, apicale et surtout infundibulaire. Et donc, quand on va analyser le ventricule droit, on va essayer d'analyser en échographie sa partie atrialisée et sa partie fonctionnelle. C'est assez facile en apicale 4 cavités, comme vous voyez, pour voir un petit peu et faire l'analogie avec les schémas de la classification de Carpentier que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à ça. Ben, c'est difficile d'avoir cette vue un petit peu 3 cavités en échographie, et ça c'est plutôt des vues sous-costales qu'on fait chez les enfants. Et donc chez les adultes, comme on a des difficultés, eh bien, on va plutôt faire des IRM. Mais là encore, pour le ventricule droit, en particulier la maladie d'Epstein, à cause de cette rotation de l'anneau, comme je vous ai dit, c'est très difficile pour les radiologues de faire les contourages du ventricule droit pour mesurer le volume du ventricule droit dans la maladie d'Epstein. Et donc, en particulier pour l'Epstein, en fait, ce qu'on va faire, c'est des coupes axiales. Parce que quand on fait des coupes axiales, vous allez voir un petit peu quand ça va dérouler en bas, eh bien, on voit beaucoup mieux la valve et c'est beaucoup plus facile finalement pour le radiologue
de dire ça c'est la partie fonctionnelle parce que j'arrive à faire une délinéation du plan de la valve et le reste, ça sera la partie atrialisée. Et c'est important parce que quand on va faire des chirurgies, on va regarder la partie atrialisée et fonctionnelle en haut en préopératoire et en post-opératoire, on va voir ce qu'on a récupéré en VD fonctionnel. Vous voyez, après la chirurgie, on a toujours une dilatation du ventricule droit, mais vous allez voir qu'on a une amélioration considérable au niveau du ventricule gauche. Et donc, les deux derniers points, très rapidement, c'est le shunt interatrial. Il y a très souvent une CIA et au minimum un foramen ovale perméable. Et vous voyez qu'à côté, à cause de cette myocardiopathie du ventricule droit qui est systolique et diastolique, en particulier dans son composante diastolique, il y a une élévation des pressions de remplissage. Et en diastole, souvent, vous voyez en blanc, au niveau du septum, un shunt bidirectionnel et un shunt qui se fait de la droite vers la gauche, qui va expliquer que notamment, lorsque le patient fait des efforts et qu'il monte ses pressions de remplissage droite, il peut avoir la cyanose. Pour finir, et en 1 minute, même pas, il faut savoir que le ventricule, le Lepstein a aussi des anomalies du ventricule gauche, non seulement des anomalies génétiques, et notamment des mutations que vous connaissez dans la myocardiopathie hypertrophique qui peuvent aussi donner des non-compactions, donc c'est associé, il faut le regarder, et surtout une problématique d'interaction VDVG. Vous voyez que quand vous avez des fuites tricuspides laminaires et des dilatations énormes des cavités droites, vous avez un ventricule gauche qui est complètement écrasé et donc qui est souvent sous-rempli avec des petites cavités ventriculaires et des modifications du septum. Et donc l'intérêt de faire la chirurgie de la tricuspide, dont vous parlez Olivier Baron, c'est que bien sûr on va traiter la tricuspide, on va améliorer plus ou moins la fonction et les volumes ventriculaires droites, mais surtout, si vous regardez en bas, le plus important, c'est qu'on va améliorer les volumes du ventricule gauche en augmentant le remplissage gauche, et donc on va considérablement améliorer les patients qui vont améliorer leur débit cardiaque et notamment leur débit à l'effort. Voilà, je vous remercie.